vers Vladivostok et au-delà. « 12 janvier, jour 1. La nuit est tombée depuis longtemps. Je pars du port aux Cerises, sac sur le dos. Première étape du voyage, le RER C, gare de Juvisy. 13 janvier, jour 2. Je suis dans le train direction Moscou. Dès leur arrivée dans le wagon, les voyageurs se changent instantanément. Tenues décontractées, sweatshirt et survêtements sont de rigueur. Les tongs en plastique au-dessus des chaussettes chaudes ont l'air d'être adoptés par tout le monde. À 5 heures du matin, les douaniers russes et biélorusses me réveillent de mon sommeil de plomb. Nous sommes à la frontière polonaise. Je me rendors. 14 janvier, jour 3. Il fait 0 degré. Dehors, le paysage hésite entre l'hiver blanc et l'hiver gris. Il y a par-ci par-là, saupoudré, un peu de neige sur les chemins et les champs. Les lacs, eux, adoptent cette posture de moitié-moitié. Moitié gelé et blanc, moitié liquide et marron. À l'intérieur du train, Berlin-Moscou, un écran passe de vieux films russes des années 50. Le train arrive à Moscou. Il fait nuit. Dans les rues, il y a encore les décorations de Noël et du Nouvel An. Le Nouvel An russe a lieu le 14 janvier. Quand c'est arrivé, j'étais dans le train, mais il ne s'est rien passé de particulier. Je dis ça, je dormais. 15 janvier, jour 4. Je suis dans le transsibérien depuis 45 minutes, il est bientôt 1h du matin. Ici, c'est le luxe. Ça fait 3 jours et 2 nuits que je n'ai pas été allongée. De me retrouver à l'horizontale me donne une sensation de massage, mon corps se décontracte. Dans mon compartiment, il y a seulement un jeune homme sur la couchette du dessous. Le wagon est très peu rempli. 2 personnes en moyenne pour les 6 couchettes du compartiment. La table, qui est près de la vitre, est libre. Je m'y suis posée pour écrire. C'est agréable aussi d'être assise à un bureau. Je me rends compte que le luxe tient un peu de choses. Dehors, les rues des zones pavillonnaires sont à peine éclairées. Il y a une fine couche de neige. À l'intérieur, la danse du samovar commence. Un homme passe avec son moque fumant à l'effigie de la compagnie du chemin de fer russe RZD. Le samovar, c'est une énorme bouilloire en métal placée en face du compartiment des chefs de wagon. Les voyageurs viennent se servir d'eau bouillante pour se préparer une boisson chaude ou un plat lyophilisé. Les voyages me rendent les yeux de la première fois. Je vois un chien dehors dans une rue éclairée et enneigée. Je trouve beau cette touche en vie, en mouvement dans ce paysage figé. Plus tard, je vois une voiture qui passe un dos d'âne, et son petit mouvement de hoquet me fait sourire. Je suis dans le wagon numéro 12, en 3e classe. Il fait très chaud à l'intérieur, 24 degrés d'après le panneau lumineux au bout du couloir, beaucoup plus d'après moi. Chaque wagon est tenu par 2 administrateurs. Il s'agit de 2 femmes pour le mien, l'une travaille le jour et l'autre la nuit. Elle gère les arrivées et les départs des voyageurs, le linge des couchettes, la vente d'articles pour le quotidien, nourriture, jouets et objets pour les toilettes, et aussi le ménage. Dans le train, les gens se comportent comme chez eux et on s'y sent comme chez soi. Jusqu'à présent, j'étais harassée de sommeil, avec aucune envie d'écrire. Le voyage ne commençait pas vraiment. Jusqu'à maintenant, j'étais préoccupée par les différentes étapes de mon trajet jusqu'à mon arrivée dans le transsibérien à Moscou. Les horaires, les frontières, les correspondances. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de neige et il ne faisait pas vraiment froid. J'étais déconcertée. Je n'imaginais pas que la Russie puisse passer l'hiver sans neige comme en France. Je retrouve la simplicité d'écrire. C'est comme des retrouvailles, un geste qui se fait seul et que l'on retrouve, c'est sympa. Au réveil, je me faisais cette réflexion curieuse. Les endroits où je dors le mieux et où je me sens le plus en sécurité, c'est dans le train, les bus et les jeeps, quand je suis en voyage. C'est marrant, quand j'envoie des SMS, j'ai envie que mes interlocuteurs me racontent comment c'est là où ils sont, comme si eux aussi étaient en voyage. Je ne sais plus vraiment comment est la France. J'ai besoin que l'on me donne à imaginer et à voir. Mais les autres me répondent « Ici ça va, bisous !» et ça me frustre un peu. Ça y est,
Dehors, plus rien n'est éclairé. C'est la forêt. J'ai hâte de manger ma purée lyophilisée que j'ai achetée tout à l'heure dans une petite épicerie à Moscou. Je sais très bien que si je la mangeais chez moi, je la trouverais dégoûtante, mais là, c'est pas pareil. C'est curieux ce plaisir que j'ai à voyager, ce plaisir d'être, évident pour moi dans ces moments, mais qui ne l'est pas le reste du temps. Je pense que c'est le fait d'être stimulé et d'être obligé de vivre au présent, faute de quoi ça deviendrait une catastrophe. On est obligé en voyage de se rassurer avec des petites choses simples. Par exemple, quand je mange et que ce n'est pas bon, je me dis que c'est quand même chouette de manger. J'adore, il y a un jeune homme très grand et très maigre qui vient de passer. Il porte un short, un débardeur avec des tongs aux pieds. J'ai l'impression d'être chez lui. Plus on entre dans le cœur de la Russie, plus la neige devient épaisse. Ouf, j'ai eu peur un moment de ne pas en voir beaucoup. Ça me fait du bien de voir la neige. Il y a quelque chose de doux dans ce paysage muet. Il y a des endroits où l'on est bien, il y a des endroits où on s'aime, et ça fait du bien. 15h45, heure de Moscou. Je viens de me laver les cheveux dans les toilettes au-dessus de la cuvette. J'ai besoin d'exactement d'1,5 litre pour me mouiller et me rincer les cheveux. Ce matin, je suis descendue sur le quai marcher un peu. Dehors, tout le long du quai, on entend comme le son de cloches qui s'accordent entre elles. Sons graves et métalliques se répondent. Les responsables accroupis sur leur wagon, marteau à la main, frappent sous les compartiments, les tuyaux et les roues pour faire tomber la glace des mécanismes. Quand commence la Sibérie ? Je ne sais pas. Dans le compartiment d'à côté, des Russes regardent un vieux film des années 80. Sûrement une histoire de gangster. Les téléphones sont filaires et les costumes 3 pièces. 16 janvier, jour 5. Ce matin, je suis réveillée par la chaleur. Il fait 27 degrés. Je cours dans l'espace entre les 2 wagons pour me rafraîchir. Il fait moins 20 dehors, ça me fait du bien. 10h04, heure de Moscou. Le train s'est vidé. Ça y est, j'ai déjà du mal à savoir quel jour on est. Combien de nuits sont passées. On vient de partir d'Ekaterinbourg. Je le sais grâce au tableau près de la cabine de la responsable du wagon. Il y a un rayon de soleil. Je me rends compte que c'est le premier depuis le début du voyage. Ça fait du bien. C'est bon de voir du bleu dans le ciel et des reflets jaunes et bleus dans la neige. Dans le transsibérien, qu'il soit 10h, midi, 15h, 18h ou 20h, c'est toujours l'heure de la sieste pour quelqu'un. Moi, je dors environ 15 heures par jour. C'est dur de se laisser aller à se faire surprendre par la vie, sans attendre. C'est dur de ne rien faire sans prévoir quelque chose à faire, au cas où, pour ne pas s'ennuyer. De ma couchette, j'entends en permanence le ronronnement régulier des roues sur les rails, le ronflement d'un dormeur ou d'une dormeuse, le bruit d'un sac plastique intermittent, mais aussi des voix d'enfants et les discussions d'adultes, plus ou moins proches, qui refont le monde et rient. Dans le compartiment à côté de moi, il y a 3 compères d'une 40aine d'années. L'un d'eux a une dent en or et porte un vêtement en une pièce, comme celui que mettent les enfants pour dormir. Son habit a des motifs militaires. D'après ce que j'ai compris, grâce à mon livre de traduction, l'homme à la dent en or rentrait chez lui. Ou alors il était homme de ménage. En fait, j'ai pas compris. 13h25, heure de Moscou affichée dans le train et dans les gares. 11h25, heure de Paris. 15h25, heure locale. Horloge interne, 14h. Je ne sais pas où et quand je suis. Dans le transsibérien, ça sent parfois les pieds, parfois la transpiration, parfois rien, parfois le parfum, parfois la charcuterie. La nuit, le train se remplit, le matin, il se vide. Dans le wagon, il y a toujours un compartiment où les gens parlent et rient. Parfois, c'est celui d'à côté, parfois, c'est celui où je suis. Je dors moins qu'au début. Je me suis même fait réveiller par un concert de ronflements de mes voisins et voisines.
Ça me permet de faire des enregistrements insolites. Un voisin en bleu m'a offert 2 petits pains avec du cappuccino. Un des petits pains est à la saucisse et l'autre à la confiture. Il a lu son journal tout le trajet et a fait une petite sieste. Il avait une belle énergie tranquille. Il est resté 1 jour et 1 nuit. C'est agréable d'entendre les gens ronfler. C'est calme et reposant. Dans le train, il est 3 heures de l'après-midi, heure de Moscou. Dehors, le soleil se couche. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais plus chez moi, mais pas encore ailleurs. Il m'a fallu 4 jours pour me sentir en voyage. Avant j'ai dormi, je n'ai pas vraiment vécu. Ce qui est bien dans le train, c'est qu'il n'y a rien à faire. J'ai le temps d'observer, de discuter, d'interagir, de digérer, d'absorber, d'écrire. Souvent, l'équilibre n'est pas évident à trouver. Si je vis trop de choses, je n'ai pas le temps d'avoir de recul pour le raconter, et s'il n'y a pas assez d'action, je n'ai pas envie d'écrire. Je visualise le train comme une allégorie de la vie. Nous allons d'un point à un autre. Il y a des gens qui entrent, d'autres qui sortent. On ne sait jamais quand. Parfois on s'entend bien, parfois on aurait pu. Des fois une tierce personne crée le contact, parfois c'est moi le lien. Et on ne sait jamais qui va être le prochain à entrer dans le wagon, ni pour combien de temps. Si le trajet met 7 jours et qu'il y a 7 heures de décalage de Moscou à Vladivostok, mes journées ne font que 23 heures. Je roule vers le soleil et j'avance dans le sens inverse de la rotation de la Terre. J'aime sortir dehors pendant les arrêts. Je suis encore chaude du train et dehors il fait froid. En ce moment il neige. C'est super agréable. 17 janvier, jour 6. J'adore les 4 mamies avec qui je partage l'espace. Il y en a 2 qui voyagent ensemble et qui mangent tout le temps. Et les 2 autres rivalisent d'organisation et de non-miettes sur la table commune. Elles mettent des couvertures sur leur lit, malgré la chaleur. La mamie violette s'appelle Valentine, la mamie rose Tatiana. Elle ronfle fort la nuit. Tatiana a une tenue de jour et un pyjama pour la nuit. Sur son pyjama, il y a un nounours qui tient une peluche. Les 2 tenues sont roses. Elle boit dans un mug décoré d'une fleur blanche. Avec son thé, elle mange des petits fruits confits en forme de rondelles de citron et d'orange. Elle coud une tapisserie au point de croix qui représente une rose. Elle lit des histoires d'amour qui parlent de femmes, d'hommes et d'enfants. Sur la couverture du livre, un chien et un chat discutent sur un banc. Elle a un fils et une petite fille. Avant, elle était économiste et là, elle est à la retraite. Quand je lui raconte que je voyage seule et que je vais au Japon en train, elle rit avec un petit air de petite fille étonnée et amusée. Quand je demande à Tatiana et Valentine si je peux les photographier, elles ont tout de suite accepté. Puis, elles sont allées chercher dans leur sac leur brosse à cheveux pour se recoiffer. Tatiana a des notions d'anglais, car elle me sort par-ci par-là des mots comme breakfast, book, thank you. C'est un peu la seule. Il y a aussi Ousmane, un jeune Tadjik qui baragouine quelques mots d'anglais. Je commence à vouloir discuter. 18 janvier, jour 7. 10h40 heure de Moscou, je suis à Tsima, je sors me dégourdir les jambes. Je suis montée sur la passerelle, au bout du quai prendre quelques photos. En quelques secondes, un vent glacial m'a gelé les doigts. Le soleil, ainsi que le ciel bleu, semblent avoir été gelés et être impuissants. C'est horrible cette sensation, je l'avais oubliée, cette impression que les doigts deviennent durs comme compressés, et en même temps que des petites aiguilles pénètrent par les extrémités. J'ai pris mes photos et je suis rentrée direct dans le train. J'étais ravie qu'il fasse 26 degrés à l'intérieur pour une fois. Ça y est, je me suis posée au wagon-restaurant. Il n'y a quasiment personne. 2 hommes, un de type caucasien et un de type asiatique, boivent une bière, chacun de leur côté, regard rivé sur leur téléphone. Je me suis pris un café. Ousmane m'a rejoint. On parle un moment, de tout et de rien, on essaie de se comprendre. On cherche dans le livre de traduction. Pour aller au wagon-restaurant, on traverse les différentes classes. On augmente en grade. Ça fait du bien de sortir de son monde. J'avais vite oublié que le monde était plus large. Le café-restaurant est ouvert de 9h à 23h, heure de Moscou.
Je ne comprends pas pourquoi l'alcool est interdit dans le train et pas dans le wagon-restaurant. Le tarif de l'alcool est extrêmement élevé ici. Ils sont tous bourrés et ils fument. Un homme, complètement imbibé d'alcool, parle à Ousmane. Lui écoute d'un air aimable. Dans le regard vitreux de l'homme, je lis une tristesse sans espoir. Je suis revenu dans mon compartiment où je retrouve les 4 mamies. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté depuis mon escapade au restaurant. Ma mamie préférée fait des mots croisés, l'autre regarde par la fenêtre. Et celles qui mangent tout le temps boivent le thé en lisant. Ce soir, on arrive à Irkoutsk. J'ai passé 2 nuits devant le lac Baïkal. Je ne verrai pas le lac gelé cette fois-ci. Le transsibérien ou le paradis du suremballage. Les repas sont lyophilisés dans des barquettes en polystyrène et il y a du plastique partout et surtout. On produit un maximum de poubelles. Je pensais m'être adapté au décalage horaire, mais en fait, pas du tout. Je me couche à 22h heure locale et me réveille à minuit. Il s'agit en fait de l'heure de la sieste en France. Ousmane vient de me faire une offrande. Des gaufres au caramel. La journée est vite passée. Je suis retournée avec Ousmane au restaurant. On a rencontré un artiste acrobate, grâce à qui j'ai pu télécharger une application de dictionnaire russe-français. C'est bizarre le Wi-Fi. C'est un peu comme une drogue. Dès que l'on pense qu'on peut y avoir accès, on arrête de chercher comment faire autrement et simplement. La vie s'arrête en attendant le Wi-Fi. Les yeux et les cerveaux sont centrés sur les écrans. C'est amusant, Ousmane est revenu me faire une autre offrande, un sneaker cette fois. Et maintenant, il discute avec les mamies. Ils sont en pleine effervescence. Ils lisent un livre à haute voix. J'ai l'impression que les mamies rectifient sa lecture. Elles sont les profs, et lui, l'élève motivé. La mamie Rose coud sa rose au point de croix en même temps. Ousmane. Il a 20 ans. Il vient du Tadjikistan. Il étudie la médecine à Khabarovsk. Il a envie d'apprendre, il aime discuter avec les gens. Il est musulman, ne fume pas, ne boit pas et ne mange pas de porc. Il étudie la médecine à Khabarovsk. Il est venu à Ekaterinbourg en avion, puis il prend le train jusqu'à Khabarovsk. Il aime le foot, il joue au foot. Il me demande si l'océan Atlantique est calme et profond. Il aime les films de vampires et le rap. Il connaît bien le foot français, Paris Saint-Germain, etc. Il écrit dans un carnet. Il sent la transpiration, il ne parle quasiment pas anglais, mais on se débrouille. Comme il m'avait fait des offrandes, je me suis dit que j'allais lui en faire une aussi. Je lui ai offert un saucisson. J'avais zappé qu'il était musulman. Le lendemain, je lui ai dit « Sorry, pig ». Il avait l'air de s'en foutre, genre « ok ». À mon avis, il y avait pensé, et ça lui a quand même fait plaisir. Il m'a écrit un mot « Thank you so much », merci. J'aime bien me réveiller le matin avec plein de monde autour. Ça me rend heureuse de me réveiller. J'aime voir les gens qui dorment, même si je ne dors pas. J'aime bien entendre les gens vivre pendant que je dors, surtout quand je sais que je peux dormir autant que je veux. C'est agréable, le mouvement du train. Ça berce, ça calme, ça ne s'arrête pas. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai l'impression que les derniers jours passent vite, passent trop vite. Dans le wagon, beaucoup de têtes ont changé. Les mamies mangeuses sont parties, un homme les a remplacées. Il y a un nouvel arrivé dans le compartiment. Pour l'instant, il n'est pas encore chez lui, il nous observe, il me regarde écrire. Il ne comprend pas pourquoi je prends des films et des photos avec autant de liberté et que personne ne me dit rien. C'est amusant. Il dort là, il a des draps. Les mamies et Ousmane se marrent bien à faire la lecture. Ils sont touchants, ils sont tous bienveillants les uns avec les autres. On pourrait croire qu'ils se connaissent depuis longtemps. On parle souvent de la barrière de la langue. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ne pas se traduire littéralement permet de se connaître avec des petits détails, des efforts pour deviner et comprendre l'autre. J'ai moins d'a priori qu'avec des grandes présentations, des informations formelles comme le métier, la façon de parler et le vocabulaire utilisé.
Après, peut-être que j'aime bien parce que ça me permet d'imaginer les gens comme je le souhaite, et que si je comprenais ce qu'ils disaient, je serais moins séduite. Je me demande tout de même ce qu'ils racontent depuis tout à l'heure. J'adore écouter les gens parler et ne pas comprendre. Petit à petit, il y a des choses de la langue que j'entends, et je sais que ce n'est qu'après avoir beaucoup écouté que j'ai envie de l'apprendre, et que j'appréhende mieux les mots. Je suis à l'affût de tout mot transparent, mouvement, ton, qui pourrait être un indice. Et je me dis que si je comprenais, peut-être qu'ils me saouleraient avec leur conversation de 4 heures. J'en sais rien. 16h15, heure de Moscou. Ils éteignent la lumière. Ici, il est 22h15. J'ai le coup de barre de la sieste parisienne. Il ne faut pas que je dorme si je veux me caler au décalage horaire. Ce que j'aime en voyage, c'est de savoir que personne ne sait où je suis. Personne ne peut imaginer la réalité que je vis à l'instant où ils pensent à moi en voyage, si les gens pensent à moi. 20 janvier, jour 9. 9h35 heure de Moscou, 15h35 heure locale. Je me suis réveillée il y a peu. Je n'arrive pas du tout à me caler au soleil. Je crois que c'est ce qui me fait le plus bizarre au final, le décalage horaire. On pourrait penser que, comme je ne perds qu'1 heure par jour, ça serait simple, mais en fait pas du tout. En 9 jours, je perds 9 heures de décalage et ça fait une grosse différence. Dans le train, on n'est pas à 1 heure près. Chacun se couche quand il veut. On ne se cale pas aux conventions horaires. Hier, les mamies se sont couchées à 2 heures du matin, par exemple. Ce qui est bon, c'est de dormir quand le corps en a besoin, le temps dont on a besoin, et de ne pas s'occuper du rythme social, car il n'y en a pas. J'ai l'impression qu'en voyage, j'aime être seule. J'aime ce sentiment d'ouverture à tout ce qui peut arriver, ne rien savoir, ne rien prévoir, être attentive à ce que la vie va proposer. En France, ou plutôt chez moi, la solitude n'a pas la même couleur, elle est plus lourde. Ousmane a trouvé une fille qui parle un peu anglais. Alors on a pu échanger avec les mamies, Ousmane, Napoléon, Nastasia et Roman. Nastasia et Roman, c'est un couple de jeunes. Roman est militaire et Nastasia travaille dans le médical. Napoléon, je ne connais pas son prénom, est fan de la culture française. Depardieu, le comte de Monte-Cristo, Charles Aznavour et Napoléon bien sûr. Il vient d'Arménie, comme le papier, il est soldat, comme Roman, et il aime bien Poutine, contrairement à Roman et Nastasia. Ils m'ont demandé s'il y avait beaucoup de migrants en France, et s'ils étaient dangereux. Tatiana m'a aussi demandé si nos jeunes étaient agressifs et s'ils posaient des problèmes. Ils ont aussi un truc avec Napoléon. Ils m'ont demandé si je l'aimais bien, et d'autres questions sur des monuments historiques que je n'ai pas compris. Ils m'ont demandé le prix du pain en France et celui du parfum. Moi, je leur ai demandé pourquoi les gens ont des dents en or ou colorées. Quand je leur ai demandé s'ils aimaient Poutine, leur réponse m'a étonnée. Ils m'ont tous répondu oui, comme si c'était évident, comme si j'avais demandé s'ils aimaient le chocolat. Ça m'a fait bizarre. Je ne leur ai pas dit qu'en France, il est vu comme une brute autoritaire. C'est pour ça que j'aime bien ne pas tout comprendre en voyage. Les idées vont souvent dans des directions différentes, alors que vivre ensemble est assez simple. Ce soir, c'est l'anniversaire de Napoléon. Il fête l'événement au whisky et au cognac avec Roman et Nastasia. Des policiers passent dans le train pour voir si les gens boivent. On cache nos verres à leur passage. J'ai demandé quelle était l'amende si on se faisait prendre. Il n'y en a pas, m'a expliqué Nastasia. Par contre, on doit descendre à la station d'après. 20 janvier, jour 10. Le train s'arrête 45 minutes à Khabarovsk. Ousmane descend là, la mamie Valentine aussi. Il fait moins 30. On a l'impression que la peau peut geler tellement il fait froid. Le décalage horaire, c'est de pire en pire. Je crois qu'hier, je me suis couchée à 6h du matin et je me suis réveillée à midi. J'arrive à 6h du matin heure locale, ça devrait aller. La nuit commence à tomber, il est 17h25, mais en ressenti, c'est la fin de la matinée. Au début du voyage, je découvre des gens à chaque arrêt. À la fin du voyage, je me sépare à chaque arrêt. Plus que 10 heures avant d'arriver à Vladivostok, j'ai l'impression que c'est 30 minutes en ressenti. 21 janvier, dernier jour. À la fin, c'est assez étrange. Comme Ousmane, je ne veux pas dormir. Mais je tombe de sommeil.
Quand je me réveille, il n'y a plus la mamie Tatiana, ni Nastasia, ni Roman, ni Napoléon. Le train s'est vidé. 6 heures du matin. Je suis sur le quai à Vladivostok. Les voyageurs se dispersent en quelques secondes. La température est de -25. Plus rien ne bouge. Le paysage s'est arrêté de défiler autour de moi et reprend son aspect solide. J'ai l'impression d'accoster dans un nouveau monde. Sac sur le dos, je m'éloigne du train et entre dans la ville. Le soleil se lève dans quelques heures.